Bonjour, je suis désolée, j'ai complètement oublié en fait de vous dire dans l'audio que j'ai enregistré pourquoi je n'apparaissais pas de visu comme je l'avais promis. Ça fait 7 mois que je ne fais plus de vidéos avec ma tête, mais je vous avais promis à la fin de l'année de faire au moins 3 vidéos ou 4, des bilans, que ça soit livres, ciné, etc. Et bilan littéraire avec ma tête. Euh, alors j'étais toute préparée, hein, le set était fait, j'avais bien décoré derrière moi pour que vous ayez un truc à peu près festif. D'ailleurs vous verrez, je pense que vous avez sûrement vu des photos dans le point lecture si vous l'avez déjà regardé, que j'ai rajouté, hein, parce que je me suis dit, oh bah non, je vais pas le faire, et puis au final je vous ai rajouté ma décoration intérieure pour que vous puissiez voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine précédente, celle de Noël, j'ai perdu ma dernière tante, voilà, la sœur de mon papa, qui était, bah, bon, donc ma dernière tante, puis c'était quelqu'un de qui j'étais très proche, qu'on s'appelait 2 fois par semaine, très longuement le week-end et un peu plus court dans la semaine, mais c'était régulier. En fait, c'était quelqu'un qui était la dernière personne, en fait, à avoir connu toutes les personnes de mes 2 familles parce que, elle s'entendait très, très bien avec mes grands-parents maternels. C'était une des meilleures amies de maman. Elles se connaissaient depuis, depuis qu'elles avaient 13 ou 14 ans, donc ça faisait un bail et donc en fait, ça fait toujours bizarre parce que vous vous dites, même si bon, malheureusement, quand j'ai eu des nouvelles, je savais que l'issue serait pas favorable, et ça a été assez rapide, mais enfin, en tous les cas, quand il y a eu une certaine nouvelle, je savais que c'était foutu. Mais, mais voilà, ça fait toujours un choc. Et je me suis dit, non, quand même, je l'ai promis. Et puis, ça lui ferait plaisir. Je sais que de temps en temps, elle écoutait ou elle regardait les vidéos. Donc, je me suis dit, oh, ça lui aurait fait plaisir que je le fasse. Et en fait, j'ai commencé à faire donc cette vidéo-là en parlant de séries qui n'ont rien à voir avec ça. Et en fait, je me suis aperçue qu'en exprimant certains mots ou en disant certaines sensations que j'avais eues, euh, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux, voire j'étais obligée d'arrêter de tourner parce que je pleurais. Et là, je me suis dit, je peux pas, alors pas vous imposer ça, hein, parce que voilà, les personnes qui me suivent ici, elles savent très bien voilà, enfin, je sais que vous n'êtes pas insensible et qu'il n'y a aucun problème, mais voilà, moi je suis pas quelqu'un qui étale, et vous le savez, je pense que vous avez un peu compris ma vie privée, etc. Euh, et j'avais pas envie d'imposer ça non plus parce que je l'ai juste dit dans un post sur YouTube pour vous dire que je ne ferai pas de vidéo de visu, sûrement pas. Peut-être en janvier, j'en ferai peut-être une si je pense que je me sentirai. Mais voilà, mais vraiment pas là, cette année, les 3 dernières seront comme d'habitude. Euh, mais voilà, je tenais juste à vous l'expliquer. J'ai enregistré l'audio à la ramasse, en fait, pas du tout pour cette vidéo, mais pour le podcast. Donc c'est un audio de podcast basique, mais je me suis dit, bon, de toute façon, utilise-le parce que je me sens pas de réenregistrer le tout. Parce que je sais que ma voix va se casser à un moment donné. Et puis, enterrer quelqu'un le jour, enfin, le réveillon de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, c'est pas aisé. Voilà, donc j'ai juste besoin de faire une coupure complète. Donc je me suis dit que le meilleur, c'était de vous présenter les bilans en voix off, de vous montrer à l'image, c'est le cas de dire, les vignettes, etc., que ce soit les livres ou les photos, pour que vous puissiez, vous, bah, faire votre choix, faire ce que vous avez à faire. Je sais qu'il y en a pas mal qui attendent le bilan de livres pour pouvoir justement les mettre dans votre pile à lire ou dans votre wishlist. Et donc voilà, je me suis dit, c'est quelque chose que je fais toutes les années, j'ai envie de le faire, mais voilà, de visu devant une caméra, je me sens pas. Voilà. Donc, et puis en plus, mon esprit va divaguer. Voilà, donc moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'épaules et qui supporte beaucoup de choses, et y compris ça. Mais, mais après, le faire partager et l'imposer aux autres, moi, c'est pas ma came. Voilà, je suis désolée, hein, je j'évoque pas mes problèmes personnels. Là, je vous dis juste un truc qui est
personnel, mais qui rentre pas dans les détails. Donc voilà, c'est pas mon truc de me confier, que ça soit en vlog ou en machin, sur des trucs très très intimes. Voilà, c'est pas ma conception. Autour de moi, il y a 3-4 personnes qui le savent et c'est tout. Euh, et ça ira pas plus vite que ça. Donc voilà, je suis faite comme ça. Écoutez, je suis désolée. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas. À chaque fois, j'ai des réflexions en me disant: ah oui, mais nous, on voudrait bien savoir ta vie, machin. Ouais, mais voilà, j'ai pas été élevée comme ça, je ne suis pas comme ça. Et, euh, et c'est pas à mon âge, canonique, 55 ans, que je vais changer, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je sais qu'il y en a certaines qui vont me dire: ah, je suis déçue et tout. Je le sais. Mais je vous ai dit, les bilans trimestriels, ciné, machin, seront faits de visu. Le bilan du coup de cœur ou des coups de cœur du trimestre littéraire, je le ferai de visu, donc vous aurez au moins une vidéo ou deux vidéos dans le trimestre avec ma tronche, ce qui est déjà beaucoup, vous verrez, ça se casse bien la gueule. Euh, mais voilà, là, honnêtement, cette période-là, je pouvais pas faire mieux. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec le top, donc 14. Ouais, j'ai pas fait exprès, hein, c'est pas du rugby, c'est du ciné, série et documentaire. Il y a de la pointe d'humour, hein, Lisa reprend le dessus quand elle est en audio. Et puis, écoutez, d'ici là, comme je vais le poster le 31 décembre, je vous souhaite un bon réveillon du 31. Si vous vous ennuyez, je serai à la radio en live le 31, donc de 21 h à minuit et quart et des poussières sur Liberté FM, toutattaché.fr, puisque c'est une radio hertzienne, mais qui a une web radio comme beaucoup de monde. Voilà, donc on va, avec mon lutin, ingé son, on va essayer de dynamiter la soirée. On a choisi des bonnes chansons, donc ça devrait pouvoir se faire. Et puis d'ici là, bah écoutez, bonne fin d'année. Et si, alors celles qui n'aiment pas les vœux, fermez les oreilles maintenant. Voilà, vous avez fermé les oreilles? Bon, c'est bon. Et celles qui regarderont la vidéo, qui trouveront la vidéo après enfin, à partir du 1er janvier, bah écoutez, je vous souhaite une bonne année, tous mes vœux, qu'elle soit beaucoup moins merdique que celle de 2025, parce que je pense qu'on a tous morflé cette année. Écoutez, paisible, voilà, une année paisible. Santé et paisible. Je dis pas paix, je dis rien d'autre, je dis paisible. Voilà. À la rigueur qu'à la fin de l'année, on arrive en se disant: putain, on s'est fait chier cette année, il n'y a rien eu. Ah bah tant mieux, voilà. Au moins une année qu'on soit tranquille, quoi, parce que cette année, ça a été un peu compliqué, beaucoup compliqué. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bisous, bisous, et puis je vous laisse avec le top série, ciné et documentaire. Bon, vous allez voir, le documentaire, c'était tellement évident. Je suis désolée par avance, hein, pour la fangirl qui va arriver. Ciao, bisous, et merci de votre compréhension. Bonjour et bienvenue dans ce top de l'année, top 2025 des séries, films et ou documentaires que j'ai adoré cette année. Si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo point culturel de l'année, vous en retrouverez, mais cette fois, là, vraiment, je les ai classés par ordre de préférence. Vraiment, alors là, ça va du 1 jusqu'au donc 14. Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Waouh! Donc, mon top 14. Ah bah comme au rugby. Oh bah c'est super. Donc top 14 et alors classé par ordre de préférence. Alors je me suis même posé la question de savoir si j'allais pas commencer par les derniers pour remonter au premier. Puis après je me suis dit non, c'est ridicule. Cette année, comme les livres, je vais le faire dans l'ordre, c'est-à-dire je vais faire du premier au dernier. Parce que même dans les derniers, enfin dans le 14, même si le 14 est hors compétition, mais bon, on va dire le 14, ce ne sont que des choses que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimées. Et s'ils se retrouvent dans mon top de l'année, c'est vraiment que je les ai plus qu'aimés, parce que sinon je les aurais pas mis là. Voilà. Donc que ça soit le premier ou le dernier, c'est quand même mes tops. Voilà. J'espère que vous avez eu des bonnes visionnages, des choses qui vous ont plu. Donc n'hésitez pas, je le dis, hein, que ça soit des commentaires sur SoundCloud, que ça soit parce que ce podcast sera sur Patreon et ensuite au début de l'année sur le blog. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez des choses qui vous ont plu, d'autres pas plu, si vous avez découvert des trucs. Donnez-moi des trucs que vous avez vus qui sont pas forcément dans mon top et en me disant: ah mais tiens Lisa, tu devrais aller voir ça. Voilà, donc non mais il faut partager, soyons pas égoïstes. Alors, premier. Ah, bah alors là, j'ai même pas eu besoin de me creuser la tête. Voilà. Alors autant certains, je les ai déplacés un peu comme des jeux de. Vous savez, j'avais l'impression d'avoir
autour d'avoir une table avec des pions, genre échecs, et je déplaçais mes billes. Autant les 3 premiers, bon, ils sont passés tout de suite. Voilà, premier, 1883. Donc c'est sur, je vais essayer de vous dire sur quelle plateforme, si ça vous intéresse, c'est sur Paramount, si je me rappelle. Alors, c'est le dérivé de Yellowstone. Sachant, alors il faut quand même que je le dise, que Yellowstone, c'est une série que je voulais voir, vraiment quand elle a commencé à sortir la première saison, et que j'ai attendu un moment, cette année d'ailleurs, pour la regarder. Je ne sais pas pourquoi, principalement je pense parce que moi et Kevin Costner, on entretient une relation assez particulière, c'est-à-dire que moi, à part un ou deux trucs qui m'ont vraiment plu, et généralement les films que personne n'aime de Kevin Costner, je suis pas une grande fan. Donc, je me suis dit, oh, un truc de western moderne, moi qui aime vraiment les vrais westerns, etc. Bon, le dernier truc sublime que j'ai vu, qui était une adaptation, mais qui était un remake, qui était True Grit, et que j'ai True Grit, c'est vraiment un truc sublime, et je me suis dit, personne n'arrivera à ce niveau-là. Que nenni. Voilà. Et donc cet été, en discutant, du printemps, en discutant, j'ai donc mes potes berlinois qui ont vu donc Yellowstone, les 5 saisons, et qui ont vu les 2 séries dérivées, m'ont encore engueulé en me disant que j'étais une abrutie dans leurs termes, une débile dans leurs termes, en me disant toi qui adores ça, tu nous gâtes depuis des années, t'as qu'à aller les voir, qu'est-ce que tu nous veux? Tu as encore 50 ans de retard sur tout le monde, donc allez. Donc j'ai dit ah ça va, je regarderai cet été quand je suis en vacances. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée en vacances, je me suis dit bon je vais regarder Yellowstone. Et eux évidemment ils m'ont dit ah ben non, maintenant que c'est sorti, tu regardes dans l'ordre. Pas contrariant les garçons. Alors je lui dis bon d'accord, donc il faut regarder 1883, 1923 et donc Yellowstone. Donc je dis ok chef, je vais faire ça. La clacasse de 1883. Alors la scène d'ouverture est à la fois grandiose et terrifiante, mais il n'y a pas plus que ça. Vous avez déjà le palpitant qui monte à 143 en mode je vais crever tout de suite. Alors, les dialogues sont sublimes, les paysages sont sublimes, les décors sont sublimes, les costumes sont sublimes, les acteurs sont merveilleux, l'histoire est merveilleuse. Donc, on revient en fait aux ancêtres donc, du patriarche Doughton qui est dans Yellowstone, donc qui est joué par Kevin Costner, donc c'est ses arrière-grands-parents qui débarquent en fait dans l'Ouest américain, qui vont partir de l'Est parce qu'ils ont déjà émigré d'Europe pour arriver. Donc c'est des immigrants d'Europe et qui vont encore émigrer vers l'Ouest parce que à cette époque-là, donc après la guerre de sécession, c'est la grande ruée vers l'Ouest. Il y a des grands espaces vierges, des États comme le Nevada où il n'y a personne, voilà, outre le fait qu'il y avait quand même des natifs qui étaient là et à qui les terres appartenaient, hein, mais ça on s'assoit dessus. Mais c'est bien développé aussi dans les séries, dans les 3 séries, c'est très bien développé cette spoliation qu'ont fait les Américains, et que ça soit les nouveaux ou les plus anciens des États-Unis, sur les terres et sur la tradition et sur tout ce qui était de la culture amérindienne. Donc, on arrive là de ces gens qui arrivent dans un territoire vierge. Voilà. Et cette famille qui débarque avec son chariot, machin, et la première scène est absolument terrifiante. Et c'est la jeune femme qu'on voit à l'écran qui va raconter l'histoire de la famille. Et d'ailleurs, la voix off de cette jeune femme est même dans le 1923. Et on suit l'itinéraire de cette jeune femme. C'est-à-dire
la contrée très hostile, la rencontre avec les natives, ces gens qui vivent là depuis des milliers d'années, eux qui veulent s'établir. En gros, bah, il y en a certains qui veulent s'établir sans tuer personne, ils veulent juste avoir un petit bout de terre pour s'asseoir et faire une maison et deux, trois bancs et c'est tout. D'autres qui sont très cupides et donc qui veulent littéralement récupérer tout ce qu'il y a. Et il y a aussi ce côté, bah, il y a la ruée vers l'or, il y a l'argent, il y a les grands espaces, il y a cette volonté de devenir plus grand, qui est ancrée, et d'ailleurs on le voit dans ces séries-là, dans cette série-là notamment, qui est ancrée dans l'esprit des Américains où tout est possible. Il faut toujours rêver plus grand que plus grand parce que ça peut être aux États-Unis, ça peut arriver, plus grand que plus grand, on peut. Voilà. Et franchement, le personnage féminin de cette jeune femme qui va se retrouver d'ailleurs très rapidement tiraillée entre sa culture blanche américano-européenne et la culture des natives qu'elle va épouser. Franchement, c'est une merveille. Absolument une merveille. 1983, j'ai rarement vu une série qui vous cloue au fauteuil pendant tous ces épisodes et qui vous laisse bouche bée devant non seulement la beauté de l'histoire et comment c'est interprété, comment c'est filmé, mais devant la beauté des paysages, qui est en fait un personnage à part entière. Voilà. Mais qui n'édulcore absolument rien. C'est pas comme dans les vieux westerns où les blancs étaient bons, les indiens, enfin, on disait les indiens et les blancs. Les indiens étaient méchants, ils étaient toujours décrits sous un truc de tortionnaires, de gens qui voulaient tuer les autres, etc. Et forcément, les autres étaient là pour lutter. Oh oui, nous, on est là, on est les gentils, vous êtes les méchants. Non. Voilà. Là, dans les deux camps, il y a des connards. Dans les deux camps, il y a des gentils garçons et des gentilles filles. Dans les deux camps, il y a des gens qui veulent vivre en paix. Dans les deux camps, il y a des gens qui sont haineux envers celui d'en face, qui ont du racisme envers celui d'en face, etc. Donc, franchement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues depuis des années. Vraiment. Donc les Berlinois avaient raison, il fallait quand même que je me bouge tant soit peu les fesses. Donc 1883, c'est le premier. 2, c'est le combat des chefs, Astérix Obélix, le combat des chefs, le film d'animation de Alain Chabat, donc c'est sur Netflix. C'est 5 épisodes. C'est des petits épisodes d'une demi-heure qui sont absolument... Alors c'est calqué sur la BD Le combat des chefs. Donc en gros, c'est un chef gaulois qui est admiratif de Jules César et de la culture romaine, qui va aller voir Abraracourcix pour, en gros, le provoquer en duel pour devenir le chef de tous les Gaulois. En fait, il est aiguillé évidemment par les troupes de César, etc. Et nous, on se retrouve avec Astérix et Obélix, avec tout le village, qui vont se trouver confrontés à ces jeux du cirque, en gros, voilà, et qui vont voir que leur culture est un peu obsolète petit à petit, etc. Et il y a surtout ces moments magnifiques de Astérix et Obélix enfant, et comment la potion magique est née, et pourquoi Obélix est tombé dans la marmite. Et les errances de Panoramix avec sa copine, c'est grandiose. Et toutes les références de Chabat, c'est-à-dire que c'est de la pop culture française, c'est la pop culture extérieure, il y a l'humour des nuls, il y a l'humour de Canal+, il y a des références à des émissions cultes de Canal, il y a des références à tout ce que vous voulez parce que c'est l'univers Chabat. Moi j'adhère parce que j'aime ça et puis je trouve qu'il fait un boulot tellement merveilleux. On voit qu'il aime cette BD et on voit qu'il aime ces personnages-là, vraiment. Et il leur offre un écrin merveilleux. Moi, voilà, même les personnages qui sont peut-être un peu moins plus détestables entre guillemets, mais par exemple Jules César, etc. Jules César avec sa mère, mais c'est grandiose, hein.
Mais quelle relation avec sa maman, quoi. J'aime bien. Toute la gueule est occupée, presque. Oui, oh, ça va, hein, l'air de dire, putain, elle me gave la vieille. Voilà. Mais c'est très drôle parce qu'en fait, petit à petit, on s'aperçoit de leur relation et on voit que c'est une maman comme une autre, quoi. Et franchement, le combat des chefs, c'est un bijou, déjà d'animation. Et puis c'est un bijou, c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou. Moi, je sais que je me dis, tiens, les soirs où des fois vous n'avez pas le moral, bah, je me tape un épisode, ça vaut 30 minutes et ça vous redonne le sourire. Et vous demandez vraiment pas plus que ça à un film d'animation. Et voilà, c'est vraiment un bonheur absolu. Donc merci, Monsieur Chabat. Heureusement, voilà. Numéro 3, bah, le podium étant complété par Andor saison 2. Ah oui, ah, voilà, c'était compliqué de ne pas le mettre, hein, voilà. Alors, grande fan de Andor depuis Rogue One. Enfin, en tous les cas, je suis une grande fan de Rogue One. Je suis le genre de fan de Star Wars qui estime que, attention, ça va vexer certaines, mais on s'en fout, que les épisodes 4, 5, 6, 2 et 3 et Rogue One sont les vrais films Star Wars. Que le 1, il passe, mais il passe après Star Wars. Enfin, passe après, pardon. Il passe après Rogue One. Et que le 7 et 8 et 9, ça va être compliqué, hein. Voilà, il faut pas me lancer dessus. Voilà. À part que malheureusement, et je le redis encore une fois, il y avait 3 personnages. Donc je les cite, hein, il y avait Kylo Ren, General Hux et Poe Dameron qui étaient des personnages superbes. Ils en ont fait des daubes, hein. Voilà, c'est dommage, hein, c'est très très dommage. Moi, ils ont qu'à m'engager Disney, hein, s'ils veulent. Moi, je leur refais le 7, 8, 9, il n'y a aucun problème, hein, parce que l'histoire peut se tenir. Simplement, il ne faut pas la gérer aussi mal que ça. Voilà, et surtout pas à la fin de l'épisode 9, que je n'ai toujours pas digéré, hein. Ah non, ça va pas être possible, hein, ça je digère pas. Voilà, donc non, 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 ça va pas être possible. Ça, vilain, vilain. Voilà, donc grande fan de Rogue One, vraiment j'avais adoré au cinéma, je l'avais trouvé sublime, j'étais sortie d'ailleurs, c'était unanime. Tout le monde, je me souviens, tout le monde était sorti du cinéma en se disant, punaise, c'est vraiment un film Star Wars. C'est du Star Wars. Voilà, c'est ce qu'on demande à Star Wars. Bon. Et Andor, la première saison et la 2, c'est pour développer le personnage de Cassian Andor, qui est quand même assez détestable dans Rogue One au début, qu'on comprend pas. Voilà. Et donc, la première saison était exceptionnelle, vraiment, montée crescendo, même s'il y a certains qui ont eu peur au début des 2-3 premiers épisodes, on ne savait pas où on allait, mais franchement, ils étaient très très bons. Et alors, la saison 2, waouh! Voilà, alors déjà, la saison 2 est superbe dans son ensemble, la dernière image du dernier épisode, vous pleurez, si vous pleurez. Tous les fans de Star Wars ont pleuré. Ah mais tout le monde, on était tous en larmes à la fin, comme des débiles. Et quand vous regardez Rogue One dans la foulée du dernier épisode de la saison 2, ouh, vous voyez pas du tout le même film. C'est pas du tout le même film. Ah, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Voilà. Et alors, la saison 2 de Rogue One, de Andor, pardon, est absolument fabuleuse. Voilà. Les personnages, l'évolution des personnages, les relations entre les personnages, la ramification politique, le discours de Mon Mothma devant l'Assemblée est l'un des plus beaux discours qui est très actuel en fait, en disant si vous vous taisez, si vous laissez passer des choses, si vous ne vous battez pas, si vous ne résistez pas, si vous décidez pas que même si on vous impose quelque chose, il ne faut pas taire la liberté de penser, la liberté de la presse, la liberté de l'individualité, mais du collectif au service de l'individualité. C'était un des plus beaux discours sur la résistance. Voilà, alors arrêtez de me sortir, oui, mais nous aussi, on est en dictature. Ah, ta gueule, on n'est pas en dictature, mais c'est un discours qui pourrait s'enseigner pour beaucoup de choses. Voilà, et donc, vraiment, ce discours-là est exceptionnel. Et alors, l'épisode sur la place de cette ville où le peuple se révolte et demande en gros, fait une genre de révolution française, si vous voulez, se révolte pour aller prendre la Bastille, en gros, et les suites de ce qui va se passer est
tout ce qui va dériver de cet épisode-là. Moi, j'avais l'épisode, je pense que mon cœur a failli exploser 3 4 fois dans l'épisode. J'avais les battements de cœur qui explosaient. J'avais une trouille. J'avais la trouille mettre à zéro pour certains personnages. Et le, le, on va dire la ligne directrice, le propos, quelquefois sans parole, était exceptionnellement bon. Vraiment. Je pense que c'est l'un des meilleurs épisodes que j'ai vus depuis très longtemps dans des séries de science-fiction, je parle. Avec un propos vraiment magnifique. Voilà, mais c'est révoltant. Vous finissez l'épisode en ayant des envies de meurtre sur l'Empire, hein. Voilà, donc franchement, enfin, remarquez qui n'a pas envie de tuer l'Empire. Bon, bref, mais voilà, c'est vraiment un très très beau. La saison 2 est sublimissime. Vraiment, les persos, mais ils ont casté les acteurs qu'il fallait pour les rôles qu'il fallait. Il n'y a pas à tortiller. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Donc vraiment Andor saison 2. Quatrième, alors je m'y attendais pas. Alors Andor c'est sur Disney+. Sur Paramount+, oui je l'ai sur Canal+, moi donc du coup voilà, j'ai Paramount et Apple Télé avec Mike Allen. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai Paramount. Donc j'ai regardé Mobland. Alors je dois avouer, mais il faut quand même le dire aussi, j'y suis allée grandement parce qu'il y avait Hélène Mirren. Oui, bah écoutez, on a les héroïnes qu'on a, hein, qui est une grande dame, qui est une grande actrice, et qui jouait avec Pierce Brosnan et Tom Hardy. Alors à un moment donné, Tom Hardy, Pierce Brosnan, Hélène Mirren, vous vous dites, ça peut pas être mauvais, hein. C'est compliqué de faire mauvais. Voilà. Et alors, cette série sur la mafia à Londres, en fait, c'est deux familles qui tiennent les rênes du trafic, qui se disputent depuis des années. Et on va suivre principalement la famille qui est gérée donc par Pierce Brosnan et Hélène Mirren, qui foutrait la trouille à un régiment d'infanterie, voire à des commandos marines, hein. Moi, personnellement, je la croise pas, hein. Qui est vraiment complètement barrée, mais qui est d'une dangerosité incroyable. Elle arrive à foutre la trouille, je vous dis, vraiment. Et donc, on va suivre en vérité Hardy, qui est leur homme de main, leur homme de confiance, un peu le fils adoptif. Et qui est là pour régler tous les problèmes et pour aplanir toutes les merdes qui peuvent arriver, y compris de la concurrence qui veut les flinguer. Et en fait, la série s'ouvre sur le fait que les deux petits-enfants, enfin les deux petits-fils de chaque famille se fréquentent. Et il y en a un de plus barré que l'autre quand même, qui décide de tuer l'autre. Voilà. Et donc on se retrouve avec un grand-père qui veut venger son petit-fils, qui veut savoir qui a tué son petit-fils, et une famille qui protège le sien de petit-fils, même si personnellement j'aurais bien envoyé à de pas très celui-là. Bon bref, il est aussi barré que sa grand-mère. Et ça va partir, mais en vrille complet. En vrille. Voilà, c'est parti en vrille. Alors vous avez des vues dans Londres, ils sont à un moment dans les Crossroads, donc c'est des sublimes baraques au milieu de la campagne anglaise magnifique, mais avec des tueries de masse. Ah bah oui, faut pas regarder derrière les murs, hein. Voilà, alors c'est sanglant, c'est vraiment voilà, c'est sanglant, ça part dans tous les sens, ça découpe. Ah bah oui, écoutez, à un moment donné, c'est ce genre de série très gangsta londonien. Et quand vous savez que à la production, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Guy Ritchie, d'ailleurs il réalise quelques-uns des épisodes. Bon, bah, vous avez compris où on en est, hein. Voilà. L'avantage, c'est qu'ils ont annoncé une saison 2. Moi, j'avais vraiment hâte à la fin de la saison 1. Je voulais trop voir la saison 2. Vraiment, c'est exceptionnel, vraiment. Alors, si vous aimez... si vous aimez l'univers Guy Ritchie, vous avez adoré la série Gentleman, qui est vraiment exceptionnelle aussi, que vous aimez les films où ça canarde sec, ça découpe, il y a de l'hémoglobine partout, il y a des femmes fatales, il y a des hommes qui sont à l'ouest ou pas.
voilà, si vous aimez les films un peu sur la mafia, sur les truands, sur les règlements de compte entre ennemis, amis, etc., euh, allez voir Mobland. Ne serait-ce que pour la prestation de Papy Pierce Brosnan qui, en vérité, pêche dans son petit étang, mais qui donne l'ordre de liquider la moitié de la population, et sa bonne femme qui est une espèce de saloperie ambulante et qui arrive à même trahir sa propre famille pour ses propres intérêts personnels. Enfin, c'est un truc, mais ils sont papy mamie là, ils sont exceptionnels. Alors en plus, moi je les ai vus plus tard dans une série un peu à la Cozy Murder, là, ils étaient en maison de repos tous les deux, où ils rejouent ensemble. Alors, ils jouent pas cette fois-ci hommes et femmes, mais voilà, ils rejouent ensemble. Je pense qu'ils se marrent ensemble, Pierce Brosnan et Hélène Mirren. Mais ils doivent se marrer de jouer ensemble parce qu'ils sont exceptionnels. Voilà, et il a ce côté très James Bond sur la ramasse, en mode de papy killer, quoi. Voilà, non mais grandiose, mode blonde, très très bon. Autre série, donc la 5. Alors, c'est une série que je voulais voir parce que, premièrement, j'aime beaucoup l'acteur. Ça va. Oh, calmez-vous. Hein. Mais oui, mais je suis un faible pour l'acteur, je dois avouer que. Voilà, depuis des années. Et surtout, j'ai adoré la saga littéraire. Voilà, j'ai adoré la saga du département V de Jussi Adler-Olsen. J'avais vu la série danoise que j'avais trouvée très très bonne. Et là, c'est transporté en Écosse. Voilà, c'est une série en fait, c'est le département V. C'est vraiment, alors là, évidemment, c'est le premier épisode, donc c'est le premier tome du département V. Et c'est transposé, en fait, en Écosse. Donc, on va se retrouver avec... bah, comment expliquer ça c'est vraiment... alors ça s'appelle les départements V, ça s'appelle les dossiers oubliés en vérité. Si je me souviens, dans ma tête je suis en train de me dire, je sais plus si ça doit être sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. Donc ça s'appelle les départements oubliés exactement. Pour pas si vous cherchez sur Netflix, c'est pas département V, c'est dossier oublié. Donc en vérité, en anglais c'est département Q, mais en français vous savez bien qu'ils n'ont pas pu mettre Q parce que c'est pas vendeur, hein, département Q dans les librairies limite. Donc ils ont mis V, voilà. Et on se retrouve. Alors le principal personnage qui est donc Karl Mock est joué par l'acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Matthew Goode. Et franchement, outre le fait que j'adore la saga littéraire, quand j'ai vu qu'il y était, je me suis dit, vamos à la playa, saute sur la bestiole, on peut le faire, parce que voilà, ça fait des années que je suis la bête, franchement, voilà, je le trouve sublime, donc j'adore la façon dont il a de jouer, et puis en plus, je le trouve vraiment très, très, très beau. Donc je me suis dit, c'est le genre de truc qui, voilà, tu peux pas... tu reluques la bestiole et en plus, tu sais que la saga est bonne. Donc voilà. Et transposé en Écosse, avec évidemment tout ce qui constitue le premier tome de la saga, c'est exceptionnellement bon. Voilà. Vraiment. Moi j'ai eu peur hein, quand ils ont dit qu'ils allaient transposer en Écosse. Je me suis dit, ah oh, c'était quand même le côté un peu, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Ah ben non, voilà. Eh ben non. Eh ben on peut transposer dans un autre pays en gardant l'ADN, vraiment l'ADN des personnages, l'ADN de l'histoire, l'ADN de ce que l'auteur Alder a voulu mettre. En plus, tous les acteurs sont très bons. Vraiment. Et alors, Matthew Goode est exceptionnel en Karl Mock. Je pense que c'est, si ce n'est le meilleur, je pense que c'est vraiment, il a capté l'essence de qui il est. Voilà, donc vraiment, département Q, donc les dossiers oubliés, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc écoutez, si vous avez aimé la saga littéraire, de toute façon moi je peux que vous enjoindre de la lire. Alors il y a 10 tomes, le 11e arrive là.
Le 11e n'est pas écrit par Jussi Adler-Olsen, il est écrit par 2 écrivaines danoises, mais il a été adoubé par Adler-Olsen, qui les a suivis dans leur projet d'écriture, qui a approuvé le 11e tome. C'est quand même ses personnages et son histoire quand même. Voilà, donc c'est vraiment écrit entre guillemets à quatre mains avec un cerveau de plus, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas bon. Donc j'attends le 11 avec grande impatience, mais bon, moi là, j'ai lu les 10 premiers, et je suis vraiment fan de la série, quoi. Donc j'avais un peu peur, parce que vous savez, quand vous aimez beaucoup une saga littéraire, quand c'est transposé à l'écran, voilà. Mais là, ils ont annoncé un deuxième saison, donc sur le deuxième tome, donc et puis c'est tellement bon pour le premier, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas mieux sur le deuxième. 6, Slow Horses, saison 5. Alors, j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'était difficile avec ce qu'il y avait avant. C'est toujours aussi bon. Alors, on est toujours avec Jackson Norm qui mêle son unité de bras cassés à les veaux, qui sont toujours aussi déglingués tous, qui sont bons, hein. Le problème, c'est que c'est des bons agents du MI5, mais qui ont été brisés, cassés, et à qui on a dit qu'ils étaient des grosses merdes depuis des années. Donc ils le croient, ces abrutis. Vous avez ce Jackson Lab qui est joué magnifiquement par Gary Oldman, qui est cracra. Ah bah il est cracra, hein, il est cracra, il est bon si il est cracra. Voilà, il doit pas sentir que la rose, il mange salement, en plus il trouve rien de mieux que de récupérer des repas gratuits sous prétexte qu'il est flic, il fait un peu quelques petites malversations sur les restos du coin pour avoir des repas gratos. Il est misogyne, bref. Et en fil rouge dans cette saison-là, outre le fait qu'ils sont en train d'essayer de voir pourquoi quelqu'un essaye de tuer l'informaticien de leur groupe de merde, qui est vraiment une grosse brêle, qui est un débile profond, mais qui a aussi une histoire personnelle difficile, et on l'apprend dans cette saison 5. L'avantage, c'est que à chaque saison, ils prennent un personnage. En fait, ils expliquent le passé d'un des personnages du groupe. Euh, Avec une autre histoire, avec une histoire principale, mais dessous, il y a toujours quelque chose. Et là, cette fois-ci, c'est quand même l'histoire de Jackson Lamb, où au début, il raconte une histoire, et on sait à la fin qu'est-ce que c'est cette histoire, si c'était vrai ou pas. Et je peux vous assurer que la fin, vous vous dites, waouh, putain, on comprend le garçon. Après, c'est du slow horses, quoi. Voilà, c'est l'humour grinçant, l'humour très british, des histoires à souffler et à trappe dans tous les sens. Et puis c'est des bras cassés. À un moment donné, ils sont chargés de protéger quelqu'un, ils y arrivent, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui faire tomber un peu de peinture sur la gueule, et ils le tuent, le mec. Mais c'est des brels, voilà. Alors il y a des brels, hein, vraiment. Et puis il y a des bons agents, mais qui sont tellement rabaissés depuis des années qu'ils doutent de leur capacité, donc ils arrivent à faire des conneries. Voilà, donc vraiment, Slow Horses, si vous avez jamais vu, vous allez vous régaler. Alors, après, si vous aimez l'humour britannique, l'humour un peu cinglant, à double détente, qui se moque beaucoup d'eux-mêmes, etc. Voilà. Christine Thomas, qui fait la directrice adjointe du MI5, qui donc se confronte tout le temps à Jackson Lamb. Les passes d'armes entre les deux acteurs, la Gary Oldman et Christine Thomas, sont exceptionnelles. Vraiment, ils ont dû se marrer à tourner ça. Vraiment, ils doivent se marrer à tourner ça. Et puis, bah voilà, il y a toujours les petites ramifications personnelles. Le personnage de River, qui est joué par le très joli Jackson, son grand-père a Alzheimer, donc du coup, il ne sait pas s'il dit la vérité à chaque fois qu'il le voit ou autre. Et donc, il y a toujours des petites choses comme ça dans le passé ou dans le présent des personnages qui vous fait revenir à quelque chose de plus personnel, intime. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc après, on est donc là déjà au 7. Oh, on y arrive. Ça va durer 15 heures ce truc. 7, c'est donc le deuxième épisode, en fait, le deuxième partie de la saga Yellowstone, qui est 1923. Alors,
1923, alors il faut le dire, hein, le duo Hélène Mirren, Harrison Ford, vieux, fait rêver, hein. Ah ça, il y a pas à tortiller, Harrison Ford déjà on l'épouse même maintenant et Hélène Mirren, waouh! Voilà, moi j'aime beaucoup cette femme, et ses prises de position et cetera et en tant qu'actrice aussi, et Harrison Ford, je bave dessus, depuis que je l'ai croisé dans Apocalypse Now où il joue, un lieutenant derrière les rôles principaux et après dans Star Wars. Alors inutile de vous dire, hein, on était bien. Oui, parce que j'ai vu American Graffiti après, parce que j'étais un bébé, voilà. Donc moi, Harrison Ford, je bave, hein, il n'y a pas à tortiller. Oh, mais même non, je bave quand je le vois sur une scène, même à plus de 80 ans, je bave. Il n'y a pas à tortiller. Bon, bref. C'est quand même l'un des mecs les plus sexy de la planète, quand même. Déconnez pas. Bon. Et qui n'a pas vu Witness que pour Harrison Ford, quand même. Oh, mon Dieu. Bon, bref. Et dans 1923, donc on retrouve la famille Dutton qui s'est donc établie depuis 1883, donc ça fait quand même 50 ans cette petite connerie. Oui, 50 ans. 40. Oh, 40. 40, pardon, pas 50, 40. Et donc ils ont établi leur ranch. Donc c'est pas le plus grand ranch du monde, mais c'est en train de devenir le plus grand ranch de l'État. Donc à la tête de ce ranch, donc le personnage, le descendant de cette jeune femme de 1883, donc qui est joué par Harrison Ford avec sa femme. Et ils tiennent les rênes de leur ranch, sachant qu'ils n'ont pas eu d'enfants et que leur seul héritier est leur petit-neveu, qui en fait a fait la Première Guerre mondiale et depuis la fin de la Première Guerre mondiale vit en Afrique, loue ses services comme en gros traceur en Afrique parce que il a été traumatisé par la guerre, par les tranchées, et donc il veut pas rentrer. Il veut pas rentrer aux États-Unis, il veut pas rentrer, il veut pas prendre la suite de la famille, il n'en a plus rien à carrer, il veut partir. Voilà, il s'est exilé. Et va s'établir une relation épistolaire entre cette tante, qui est Hélène Mirren, et son neveu, mais elle lui envoie des lettres, mais qu'il ne lit jamais. Il les stocke, mais il ne les lit pas. Et elle lui raconte leur quotidien, les difficultés, le fait qu'ils ont des ennemis de plus en plus nombreux qui essayent de récupérer leur ranch, et qu'elle lui enjoint de revenir, de venir les aider parce qu'ils sont vieux, parce qu'il n'y a plus personne autour d'eux, parce que c'est lui qui doit prendre la suite, etc. Et lui, comme il lit pas les lettres, il peut pas savoir dans quelle situation se trouve. Donc il va être tout le temps entre les États-Unis et l'Afrique. Et lui, en Afrique, et c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que je ne l'ai pas remonté dans le classement, parce que vraiment, cette série de 1923 est vraiment très très bonne. Le seul truc, c'est que l'histoire d'amour est tellement cucu la praline, entre donc ce jeune homme et cette jeune femme qu'il va rencontrer. Donc c'est une petite cousine du roi d'Angleterre qui vit en Afrique. Ah oui, et colonie. Donc elle est là, voilà, c'est une fille, mais c'est une fille très rebelle, très moderne, voilà, elle n'est pas du tout bien dans sa classe. Elle doit épouser ce type-là, mais elle l'aime pas. Et elle n'a pas du tout envie de se caser, celle-là. Et donc elle croise ce type qui est un peu là-bas froid et qui va l'envoyer chier comme une merde. Mais il y a un coup de foudre entre eux. Et donc elle va partir avec lui. Et donc on va suivre leur pérégrination en Afrique, leur histoire d'amour, leur machin, etc. Jusqu'au moment où elle va trouver les lettres de sa tante et qu'elle va les lire elle. Parce que lui il ne veut pas les lire, lui si ça t'amuse de les lire vas-y, mais moi j'en ai rien à foutre. Et elle lui dit en fait quand elle a fini de lire la dernière, elle lui dit mais lis-la parce que là il faut vraiment que tu y retournes, il y a un souci, regarde, c'est pas des lettres de oh mon neveu tu me manques et tout, non là il y a un souci familial, il faut que tu te pointes. Voilà, donc il prend la décision de partir. Alors évidemment il y a tout un cirque, elle va pas partir en même temps que lui parce que lui ils vont être séparés, enfin bon bref. Et c'est elle qui va arriver en premier sur le sol américain alors qu'elle est britannique. Et il y a alors par contre il y a une très longue scène, mais très très longue, enfin il y a plusieurs scènes qui se passent à Ellis Island qui est l'endroit où les immigrés arrivaient et étaient traités comme du bétail, hein, en gros. Et donc elle,
Pourtant, en tant qu'aristocrate, elle est traitée exactement de la même façon que les autres, et donc elle est traitée comme de la merde en fait. Donc, ce qui prouve bien quand même que, alors qu'ils sont tous des immigrants et des immigrés aux États-Unis, puisqu'ils sont pas tombés, enfin à part les natives, les autres ils sont arrivés de chez nous, hein, ils sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit, enfin de l'Europe, et ils traitent ceux qui sont arrivés des fois 2 heures avant, ceux qui sont arrivés 2 ans avant, ils traitent les nouveaux comme de la merde. Voilà, donc on voit le truc. Il y a une dénonciation quand même, un peu, mais ça a toujours été. Euh, mais le seul truc qui m'a gêné dans cette 1923, c'était justement que cette histoire d'amour, alors oui, elle est épique, elle est romanesque, elle est romantique, ce que vous voulez, mais à un moment donné, elle est carrément pas plausible sur la fin des épisodes. Enfin, à un moment donné, ça fait beaucoup trop. Voilà, c'est vous dites non, mais là, ouais, on est d'accord, mais non, là, ça fait beaucoup quand même. Hein, faut pas exagérer. À un moment donné, arrête de saupoudrer de trop de paillettes, c'est pas plausible, quoi. Voilà. Ce qui est très dommage parce qu'effectivement, à part cette fin d'histoire d'amour, enfin, en gros, au moment où ils sont presque à partir d'Afrique et qu'ils arrivent dans le Nevada, c'est là où ça a pêché sur l'histoire. Voilà. Mais par contre, tout ce qui est l'histoire avec Harrison Ford, Hélène Mirren, les enjeux de la famille Dutton, de leur ranch, de leur, on va dire, de leur héritage, de leur transmission à ce petit-neveu, de, de la responsabilité qu'a le petit-neveu de prendre les rênes et de continuer l'histoire et de continuer la famille, et donc il va la faire, hein, il va continuer, sinon il n'y aura pas de Yellowstone, donc c'est un peu con. Voilà. Vraiment, on va dire 90% de 1923, c'est vraiment très 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 bon. Vraiment. Je vous dis, ces 10% là, trop. Trop de guimauve tue la guimauve, hein, comme dirait certaines personnes. Alors moi, je suis pas guimauve. Alors peut-être que d'autres personnes qui sont un peu plus romantiques guimauve, bah, enfin, quoi que non, parce que les Berlinois, qui sont quand même, il y en a un qui est très guimauve, hein, il est capable de regarder des films romantiques. Lui. Bon, il m'a dit, ouais, non, tu as raison quand même, à la fin, c'était quand même trop. Voilà. Il y a des moments où on se dit, bon, bah, trop de malheur tue le malheur quand même. Donc, on sait hein, dans la vie qu'il peut y avoir beaucoup trop de malheurs qui s'enchaînent et que ça existe. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Voilà. C'est dommage parce que ça partait bien. Donc, on en est, je sais plus, 8. 8. 8, 8. 8, c'est Rogue Heroes saison 2. Alors là, on passe du. Ah bah là, c'est un western pendant la Seconde Guerre mondiale, en gros, hein, si on veut dire. Puisque nous retrouvons nos SAS, toujours si barrés, hein, ah bah ils sont barrés complètement, mais cette fois-ci ils préparent le débarquement en Sicile et dans le sud de l'Italie. Et donc, comme jusqu'à présent, les SAS étaient en gros les premiers qu'on envoyait sur le terrain, un peu pour tâter le terrain et voir, pour se faire décommer en premier, avant que les troupes régulières débarquent. Sachant que David Sterling, donc le chef des SAS, a été arrêté et qu'il est en tôle en Italie, qu'il n'est pas dans une forme olympique, hein, ça c'est sûr, puisque sa fiancée, enfin la fille qu'il aimait, visiblement s'est scratchée en avion à la fin du saison 1. Pas croire ça. Non, non. De toute façon, on le sait vite. C'est pas une révélation. Et que son second, donc, tient la tête des SAS et que lui est vraiment barré. Ah bah lui, il a plus la boulette, hein, c'est sûr. Voilà, et qui sont confrontés en fait à l'armée d'occupation et puis aux gens qui étaient sous Mussolini. Donc voilà, ils arrivent jusqu'à présent, ils se battaient en Afrique du Nord. Là, ils se battent en Europe. Et donc, leur but, c'est d'aller à Berlin. D'ailleurs, normalement, la saison 3 les mènera à Berlin, puisque cette unité-là de SAS est arrivée à Berlin. Et vraiment, tout le long, c'est ça. Et c'est calqué sur le premier. Alors, c'est un chouïa moins bon que le premier. Voilà. Mais c'est toujours rythmé par une musique très moderne, complètement décalée. Vraiment complètement décalée. Vous êtes capable d'écouter du Céline Dion en plein milieu du désert. Enfin,
Je schématise, il y a pas Céline Dion dans le débarquement italien. Mais voilà, ils sont capables de mettre des trucs comme Arctic Monkeys en plein milieu d'une attaque d'un village italien, alors que bon, ben, je suis désolée, en 44, c'est pas tout à fait le style, hein. Voilà, 43, 44, donc vous vous dites, oh putain, ils y vont fort et tout. Mais non, parce que ça cale avec les personnages, ça cale avec la musique, ça cale avec les boum boum dans tous les sens, etc. Franchement, Rock Heroes, c'est jouissif hein, comme série. Et la série vaut un chouïa moins parce que je trouve que le fait qu'ils aient enfermé le personnage de David Starling, qui est aussi barré que les autres, mais qui est quand même un peu plus aristocrate. C'est dommage parce que ça le renferme. Alors évidemment, il n'aurait pas pu mettre le frère de David Sterling qui se ramène et qui lui est droit dans ses bottes et en mode un peu trop psychorigide, à l'opposé de son frère en gros. Donc ça fait des éclats hein, entre le barré et le psychorigide. Je peux vous assurer que ah, ça fait des belles joutes. Mais ah, c'est jouissif, voilà, c'est exceptionnel. Alors la rencontre entre les deux frères est quand même assez bonne. Ils ont quand même le don de se mettre dans des beaux draps, enfin dans des mauvais draps, dans des jolis draps mais mauvais. Franchement, c'est bon, voilà. Donc ils ont annoncé la saison 3. Moi j'ai hâte de voir arriver la saison 3, quoi. Voilà, parce que Jack O'Donnell et Connor Swindle, je peux vous assurer que ça envoie du poids les deux, là. Ils doivent juste se marrer, c'est con. Voilà, c'est dommage, hein, ils ont encore tué... voilà. Le personnage qui me plaisait le plus hein, dans la saison 1. Qui voulez-vous? À chaque fois, cet acteur meurt. Moi, il me désespère. Hein, c'est c'est pas possible. Bon, bref. Allez. Donc, on était 8. Oh là là, il faudrait que je compte 8. Donc, on en est à la 9. 9, c'est Paradise. Alors, c'est une série entre l'anticipation et le post-art. On est, en fait... Quand on commence la série, on assiste à la mort à l'assassinat du président des États-Unis, qui est l'ancien président des États-Unis, qui est toujours en cours. Visiblement, il s'est passé quelque chose pour qu'il soit, entre guillemets, toujours plus ou moins à la tête. Et son chef de la sécurité, qui prend la relève de ceux de la nuit, s'aperçoit quelque chose qui cloche, et donc il va avoir des flashbacks pour nous expliquer ce qui s'est passé à droite, à gauche. Et en fait, on s'aperçoit très vite que cette société-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle existe, mais elle est planquée à des kilomètres sous terre, parce que le monde a subi un désastre écologique et que certains pays ont décidé, notamment les États-Unis, ont décidé de construire une ville souterraine, abritée de cet événement, de cette catastrophe, et qu'ils ont ramené dans cette ville les meilleurs d'entre eux, dans les postes et dans les métiers, pour pouvoir refaire une nouvelle civilisation, entre guillemets, et peut-être dans l'espoir qu'un jour, bah, si sur Terre ça va mieux, bah, de sortir de leur cave pour remonter. Donc ils ont recréé une ville, et jusqu'à présent la ville c'était un peu oui-oui hein, au pays des Américains, jusqu'à ce que bah, le président américain meure. Et donc, bah, c'est pas oui-oui au pays des oui-oui, c'est bah, qui a tué le président et qui sont les salopards, en gros. Et petit à petit, en tirant le fil de cette mort, on nous explique ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux, qui a louvoyé, qui a trahi qui a poussé à faire ce complexe, qui tient les rênes, un peu un genre de Big Brother à un moment donné, c'est vraiment Big Brother, qui décide de quoi, qui a vraiment les rênes de cette société-là et de ce monde souterrain-là, pourquoi, comment, et qu'est-ce qui se passe réellement au-dessus, voilà, et petit à petit, partant d'un simple constat un peu basique, on se retrouve avec un truc de thriller policier slash post-apo qui est vraiment très très bien. Alors très bien joué. Julianne, comment elle s'appelle? Nicholson, elle est très très bonne.
et les deux têtes de pont que sont James Marsden, qui est donc le président assassiné, mais qu'on retrouve régulièrement, puisqu'il y a des flashbacks, donc en gros c'est ça, et comment il s'appelle, merde, l'acteur, c'est son nom de famille, c'est Brown, c'est Sterling K. Brown. Vraiment très bon. C'est-à-dire vraiment ils font un duo du tonnerre, et j'ai beaucoup aimé le personnage de James Marsden. Vraiment, parce qu'au début, il y a quand même des petites choses qui nous dérangent, et puis en fait, il est beaucoup plus droit dans ses bottes que ce qu'on pense. Franchement, Paradise, j'ai été très étonnée. Je pensais pas du tout. Je pensais à un truc beaucoup plus facile, déjà vu, etc. Et au final, j'ai été très très surprise, et la preuve, il est là. Voilà. Donc vraiment, si vous aimez le post-it, le thriller politique, et avec ce côté un peu, c'est très étrange. Paradise, c'est sur Disney. Est-ce que j'ai dit 1923? Bah, de toute façon, 1933, c'est automatiquement sur Paramount, puisque c'est Paramount qui fait tout. Et Slow Horses, moi je l'ai vu sur Netflix, mais je pense que c'est sur Apple Télé. Voilà. Rugged Wars, c'est sur Canal, ça c'est sûr. Et Disney Paradise. Ensuite vient un film qui s'appelle Civil War. Alors, c'est un film avec la sublime Kristen Dunst que j'aime beaucoup. C'est une actrice que j'aime bien, que je trouve toujours lumineuse, même dans les rôles les plus sombres qu'elle peut avoir. Là, elle a un rôle pas facile. En fait, on est à l'époque moderne. Enfin, en gros, on est dans un futur proche, on va dire, aux États-Unis, et ils ont eu une deuxième guerre de sécession. Et cette fois-ci, qui s'est pas fini par un espèce de traité de paix où tout le monde s'est remis dans les droits chemins. Là, cette fois-ci, ça a vraiment fait session. Et donc, il y a des États qui se sont rebellés contre le pouvoir central et qui ont formé leur propre fédération. Et donc, en fait, le président des États-Unis et donc le pouvoir en place a envoyé l'armée dans certains États pour contrer ces rebelles. Donc c'est vraiment une guerre civile d'ailleurs, ça s'appelle Civil War. Et Kirsten Dunst, son personnage, est une reporter de guerre qui a réussi à récupérer l'autorisation d'aller à Washington pour interviewer le président des États-Unis, pour lui le mettre devant les exactions que font son armée. Et donc, elle doit traverser les lignes de front. Donc, elle part avec son caméraman, elle part avec un accompagnateur, etc. En chemin, elle récupère une jeune femme qui veut être reporter de guerre, qui est très idéaliste, et donc elle va se charger de la ramener à la réalité du terrain, en disant bah ouais, c'est bien beau de penser que les reporters de guerre sont euh, toujours dans des grands trucs de conflits, méga trucs et tout, mais en fait la réalité c'est qu'on voit le malheur et l'horreur de tout le monde, des charniers, des trucs comme ça, et qu'on est obligé quand même de montrer, de dire aux gens, mais de pas les abreuver et les angoisser de ce que nous on voit. Donc nous on garde les horreurs dans la tête, mais eux ils voient que ce que nous on leur dit et ce qui est vrai. Et donc ça prône la liberté de la presse, qui est quand même le plus important qu'on puisse garder, parce que si on n'a pas la presse libre et qu'on n'a que des moutons, on est mal parti, ou des gens qui disent que des conneries. C'est un film qui est dur, premièrement, parce qu'il y a des scènes de massacre et d'exaction qui sont quand même assez waouh, qui décapent. En plus, vous avez toujours peur pour ces reporters, ces journalistes, parce qu'ils passent les lignes de front, et ils ont quand même des gens qui leur en veulent, hein, en gros, et qui ne veulent pas que la presse soit dans les zones de guerre, parce qu'ils ne veulent pas que l'on voit ce qu'ils font, ou ce qu'ils ne font pas, mais en tous les cas ce qu'ils font mal, ou qui massacrent les gens, et que le pouvoir central n'a aucune envie que la presse libre puisse les brocarder. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux là-dedans, et franchement, c'est incroyable ce film-là, parce que c'est vraiment pas drôle. C'est un truc à vous plomber le moral sur 20 générations. La scène de fin, entre guillemets, à Washington, moi,
vraiment, je me suis mis à pleurer parce que tellement c'est triste. Vraiment, cette scène, elle est révoltante, mais il y a un espoir derrière quand même, évidemment, mais un espoir très mince quand même, hein. Donc ça, vous dites, on est sur le fil du rasoir sur beaucoup de choses. Et vraiment, c'est un très très beau film. Après, c'est pas un film que j'ai vu. Je l'ai vu au cinéma. On n'était pas nombreux dans la salle, hein. Donc, parce qu'en fait, je l'avais loupé quand je crois que je l'avais loupé quand il était sorti, je crois, ou je sais plus. Et j'ai pu le voir au cinéma parce qu'ils ont passé plusieurs films. C'était un cycle Kirsten Dunst. Et comme il y avait juste avant, il y avait Interview avec un vampire. En français, c'est Entretien avec un vampire. Oui, c'est pas Interview with a Vampire, c'est Entretien avec un vampire en français. Et que je voulais le revoir, même si j'ai le DVD et que je peux le revoir quand je veux, mais sur grand écran, c'est quand même beaucoup mieux. Et en fait, il y avait ça, il y avait. euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait. Donc, il y avait celui-là, Civil War, et après, il y avait Virgin Suicide. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire les deux premiers, parce que moi, Virgin Suicide, je l'aime bien, mais c'est pas trop ma came en tant que cinéma. Et donc, je me suis dit, tiens, j'avais pas vu Civil War, je l'avais loupé, donc je vais aller le regarder. Waouh, eh ben, je me suis bien pris dans la tronche. Vraiment très très bon film, vraiment. Autre film, vraiment pareil, très dur. Dans un autre contexte, on est en Irlande et ça parle de la maltraitance des jeunes femmes enceintes, des filles mères en fait, dans les orphelinats et dans les couvents. Euh, on est avec un homme qui livre du charbon, qui est d'une condition modeste, qui est un mec qui fait profil bas tout le temps, qui ne veut pas d'ennui, qui travaille pour élever sa famille comme il peut, et qui va voir quelque chose qui va se passer à l'endroit dans ce couvent où il livre, et il va voir des violences faites à une jeune femme enceinte, une jeune fille, et ça va le propulser dans ses démons familiaux et dans ses, on va dire dans cette, ouais, dans ces prises de conscience et de savoir si est-ce qu'il les dénonce, est-ce qu'il les dénonce pas, est-ce qu'il dit quelque chose, est-ce qu'il dit pas. En fait, c'est une décision qu'il doit prendre entre sa famille et ce qu'il croit, entre ce qu'il veut dénoncer et ce qu'il peut perdre. Le tout joué sublimement bien par Cillian Murphy, on est bien d'accord sur la question. Voilà, lui, il n'a pas besoin de parler, il suffit juste qu'il regarde, voilà, avec les mirettes qu'il a. Euh, c'est un film dur, pas facile du tout, mais d'une lumineuse, un lumineux espoir, même si c'est noir, noir c'est noir comme le charbon quand même. Franchement, ça s'appelle Small Things Like These. Je crois qu'en français, ils avaient traduit par tu ne mentiras point ou un truc comme ça, ce qui pas bien compris. Des fois, je comprends pas les traductions des titres. Small things like this. En plus, ça veut dire quelque chose en anglais. Pourquoi tu le traduis par tu ne mentiras point? Gna gna. Mais vraiment, très très beau film. Voilà. C'est un film qui m'a touchée, mais vraiment. Et en plus, tout le monde est bon. La mère supérieure m'a foutu la trouille. Ah ouais, non, mais elle est terrifiante, la bête. Donc vraiment, un très très beau film. Et je vous dis, il y a des films comme ça qui vous prennent aux tripes et qui vous lâchent pas. Bah lui, il m'a pris aux tripes, il m'a pas lâché pendant quelques jours quand même, hein. Euh, alors, autre et dernière série, en fait, puisque après c'est un film et un documentaire. La dernière série, en fait, c'est l'entièreté des 5 saisons de Yellowstone, sachant que les 2 dernières m'ont beaucoup moins plu que les 3 premières. Même s'il y a un personnage principal que j'adore, parce que je me suis, alors attachée, tout est relatif. Bon alors on est Yellowstone, c'est donc, on est dans le Montana. Pourquoi j'ai dit, le Nevada depuis le début? C'est le Montana, je ne sais pas pourquoi. Alors mea culpa, c'est le Montana. Ça m'est revenu à l'instant, c'est pas le Nevada, c'est le Montana. Qui est d'ailleurs un des plus beaux États
américain, il y a le fameux parc national du Yellowstone. Et en fait, on est donc dans les années 80, enfin 2005, 2015, non 2005 ou 2015, enfin 2000 quoi. Et on est avec John, donc le patriarche, John Dutton, qui est donc joué par Kevin Costner, qui a trois enfants. Trois enfants très différents. Un, c'est celui qui veut absolument être le bon gars de papa, donc qui est avocat, qui suit les traces, mais qui se sent jamais à sa place. Le petit dernier, qui est le chien fou de la famille, et qui est d'ailleurs marié avec une amérindienne, donc il est un peu en marge de la famille, il a un peu rejeté ce côté on est les pionniers, on est les plus grands, parce que là c'est devenu carrément le plus grand ranch des États-Unis, donc ils sont carrément montés au niveau supérieur. Euh, et il y a la fille, voilà. Il y a Beth Dutton, qui est la femme fatale de la famille. C'est la fifi à papounet, clairement. Euh, Elle a un passé assez lourd et on sent qu'elle est brisée dans tous les sens du terme, mais c'est une louve et, euh, et c'est une lionne pour sa famille, c'est-à-dire qu'elle ne recule absolument devant rien, elle est d'une froideur et d'une folie absolue quand on en vient à toucher à sa famille. Et il y a le patriarche qui est là, qui a perdu sa femme, qui vit dans le souvenir de la femme perdue, qui a des gosses, qui sait pas quoi en faire. Bon, c'est des gens qui ont une trentaine, quarantaine d'années quand même, c'est pas des petits genoux. Euh, donc, les trois premières saisons, c'est vraiment... En fait, on sent que le ranch est en... pas perdition, mais que petit à petit, il y a des lois qui le restreignent. Les Amérindiens, le président du conseil du coin veut récupérer des terres ancestrales. Et puis, bon, ben, les ranchs, petit à petit, ça perd de son influence. Lui, bah, il est tellement omniprésent, omnipotent qu'il y a beaucoup d'ennemis qui veulent le faire descendre de son piédestal. Et puis, bah, la famille, ça ne suit pas derrière. Hein. Voilà, le fils qui pourrait lui succéder, il lui fait pas confiance. Elle est quand même assez barrée et trop fille à papa pour tenir la tête du ranch, puis c'est une femme, on va se calmer. Voilà, elle est bien dans son rôle, mais pas là. Et le dernier, il en a rien à carrer. Voilà, donc ça c'est super. Donc les trois premières saisons, c'est vraiment la lutte. euh, Vraiment la lutte de cette famille pour bah, garder son ranch, pour garder euh, euh, bah oui, pour garder cet héritage familial, ces terres, son étendue de terre, etc. Et au fil des épisodes, c'est vraiment une lutte entre ces gens qui luttent pour leur mode de vie en tant que ranch, cow-boy, etc. Et d'ailleurs, on voit, parce qu'on suit plein de personnages dans ce ranch, et on voit la vie des cow-boys modernes, etc., de la dévotion, de la dangerosité et de leur boulot au quotidien. Et aussi de tout ce qui est bassesse politique, des gens qui crapillent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de récupérer une terre pour convoiter, donc ils ne reculent devant aucune saloperie pour récupérer, on va dire, les terres des autres, etc. Et franchement, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé les trois premières saisons. Je vous dis, j'ai bien aimé, même si c'est une belle salope, le personnage de Beth. Mais à partir de la saison 4 et 5, enfin à partir de la 4, moi j'ai trouvé que ça tombait trop dans le mélo quelquefois. Et que c'était... Alors, il y avait il y a un règlement de compte entre les enfants et il y a un secret au milieu qui fait que tout le monde explose partout. Mais il y a des moments où ça devient trop mélo, où ça devient trop facile. Il y a honnêtement deux, trois histoires où c'est cousu de fil blanc et vous sentez arriver le truc à 20 kilomètres. Et moi, quand je sens arriver les trucs à moins 20 kilomètres, ça m'intéresse beaucoup moins. Voilà. Donc, je l'ai mis là parce que vraiment, sur les 5 saisons, il y en a 3 qui sont excellentes. Et que même la dernière saison, même si elle est un peu cucu, des fois la praline, il y a quand même quelques moments où, franchement, ça envoie
et c'est retors à souhait, et la bête, elle s'en prend plein la gueule, mais elle se relève tel le phénix, et elle règle ses comptes, et moi j'aimerais pas être dans son champ de mire, hein, enfin dans sa ligne de mire, euh, ni de ses frères d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont pas en reste les deux autres, hein. Voilà, mais on comprend parce que la façon dont ils ont été élevés à la dure par leur père, avec ce manque de maman qui les a, en gros, à qui on reproche à un moment donné d'avoir, quand vous vous faites reprocher à vos enfants d'avoir tué l'amour de votre vie alors que c'est pas leur faute, mais que vous, incidemment, vous leur dites que c'est peut-être à cause d'eux, c'est compliqué à gérer. Voilà, donc Yellowstone sur l'entièreté. Voilà, même s'il y a des gros bémols dans les deux dernières saisons, mais dans l'entièreté, vraiment, j'ai eu, j'ai été très conne d'attendre tant de temps. Après, rétrospectivement, maintenant que j'ai vu 83, 1923 et Yellowstone, les 5 saisons, je me dis que j'ai bien fait d'attendre. Voilà, parce que je pense que j'aurais, comme j'ai pas été très emballée par les 2 dernières saisons de Yellowstone, est-ce que j'aurais vraiment voulu voir ce qui s'était passé avant? J'en sais rien. Voilà. Donc, écoutez, on le saura jamais, hein, Lisa y est allée dans ce sens-là. Bon, dernier film, et après on fera le documentaire, mais ça va aller vite. Dernier film, je l'ai casé là parce que c'est le dernier qui m'a vraiment plu, même si le dernier que j'ai vraiment vu, c'est la disparition de Joseph Mengele. Alors attention, allez écouter le podcast de décembre sur le ciné, parce que franchement, c'est pas un film qu'il faut aller voir si vous avez pas le cœur accroché, hein. Parce que sinon, c'est un film qui est, vu sa réalisation et le parti pris du réalisateur de faire des choses au niveau de la couleur, de la musique, etc., ça risque de répulser pas mal de monde. C'est Camelot. Camelot, deuxième volet, première partie. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, qu'il y a des gens qui sont sortis en disant ouais, bon, tout ça pour ça. Écoutez, moi, je suis bon public pour certaines choses. Et Camelot, je suis bon public. Voilà, moi, ça fait 20 ans que j'aime Camelot. Je m'attendais à rien du tout sur le premier volet. Je m'attendais pas à ce que ça soit un copier-coller de la série. Il faut être vraiment, je pense, un peu réduit du plafond pour penser que la série va se transformer en film, et à aucun moment Alessandro Astier a dit qu'il allait mettre la série telle qu'elle à l'écran. Non, c'est la suite de l'histoire. Là, c'est pareil, c'est la suite du premier. Alors, le premier, il y avait quelques scènes qui pour moi étaient moins intéressantes. Je dis pas que j'ai ri à gorge déployée comme je riais dans la série pour le premier volet, mais j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes trouvailles et il y a des fois ça m'avait bien marré. J'ai moins aimé le côté, les deux, trois trucs souterrains. Il y avait des... Vraiment, alors, c'est ma perception, mais il y a des gens qui sont dégoûtés, qui sont en train de pleurer et de hurler au loup parce que l'acteur de Perceval n'est pas revenu. Moi, j'ai trouvé que son personnage est génial, mais que la dynamique entre Caradoc et Perceval n'était pas top dans le premier volet, parce que le personnage de Caradoc était devenu un peu con. Voilà. Il n'était pas très fino, hein, on est bien d'accord sur la question, dans la série, mais il était moins débile. Il était moins traîne-pied, vous voyez, traîne-savate, en disant ouais, pas envie, vous savez, un peu le gosse qui vous fait chier, qui fait des caprices derrière, voilà. Non, je n'irai pas, ouais, ta gueule. Voilà, alors que le personnage de Perceval avait avancé, toujours un peu maladroit, hein, toujours un peu barré, mais il avait avancé dans sa vision. Donc il y avait toujours un peu ce décalage entre les deux personnages au début. Dans la série, ça gênait pas. Et puis dans le premier volet, vraiment, il y avait un gros décalage. Voilà, donc je me suis attendue à rien pour le deuxième. Je me suis dit, il reprend après la fin de la casse de Camelot. Il est donc en exil chez ses beaux-parents dans Carmélide avec sa femme, avec Guenièvre, avec qui il s'entend fort bien. Et tout le monde en a un peu marre parce qu'il traîne en grenouillère dans le lit toute la journée, et la table ronde, rien à carrer, la quête du Graal par-dessus la jambe. Et donc tout le monde en a un peu marre. Déjà, premièrement, ses beaux-parents en ont marre de le voir traîner à rien foutre. Et le pouvoir, c'est le pouvoir, le Graal, c'est le Graal. Donc il faut y relancer la machine. Et donc il décide
en fait, de convoquer tous les chevaliers, apprentis chevaliers, futurs chevaliers, espoirs chevaliers, apprentis chevaliers. Tout le monde doit faire une quête, et donc on va suivre plusieurs groupes de personnes qui pourront partir dans différents coins du monde, en tous les cas de l'Europe, enfin en tous les cas oui, du monde, pour faire cette quête, pour devenir des vrais chevaliers de Camelot. Voilà. Et alors oui, il y a des quêtes qui sont moins intéressantes que les autres. Oui, il y a des personnages qui, personnellement, j'ai pas trouvé ça folichon. Mais sachant que Astier, quand même, moi j'aime beaucoup Alexandre Astier, j'aime beaucoup son humour et sa façon de traiter l'humour et sa façon de traiter les choses. Donc bon, après, moi je suis grand public et je suis bon public avec Astier. Euh, il a dit qu'il avait tourné, avant que ça sorte, il a dit j'ai tourné les deux volets les deux parties du volet 2 ensemble, dans la suite. Donc, je suis partie de cette idée que il a tourné donc le volet 2 dans la prolongation du 1 que nous on avait à l'écran. Ça veut dire qu'il met des choses dans le 1 qui vont se retrouver dans le 2, ou qui vont finir dans le 2, ou qui vont pas être exploitées dans le 2 pour aller dans le 3. Parce que je suppose que Monsieur Astier n'est pas complètement idiot avec ses personnages, et que comme tout auteur, quand il fait alors lui, il fait des films, il fait des scénarios, mais quand vous êtes auteur, quand vous commencez un roman, vos personnages, même si vous savez qu'à un moment donné, ils vont vous gonfler et qu'ils vont vouloir faire exactement le contraire de ce que vous allez leur faire, mais vous avez une ligne directrice, vous savez où ils partent et oui, plus ou moins, ils arrivent. Comment et pourquoi ils vont y arriver, vous n'en savez pas et ils vont se démerder, mais vous savez le début et la fin. Donc je suppose que Astier a un début qui était le volet 1, les premières scènes du volet 1, et que la dernière scène du volet 3, il l'a dans la tête. Il sait ce qu'il va foutre. Donc, au milieu, démerde-toi, Paulette. Voilà. Donc, il y a des personnages qui sont, pour moi, pas essentiels, qui sont pas intéressants, peut-être qu'ils seront développés ultérieurement, et que quand je verrai l'ultérieurement, je me dirai ah merde, putain, mais je suis con aussi, mais franchement, voilà. Parce que moi, ce que j'attends, c'est qu'on me surprenne. Voilà. Donc, l'important dans un film, et notamment dans une saga qui s'étire sur plusieurs films, c'est qu'on me surprenne. C'est que quand je vais aller voir le volet 2, je vais me dire « Oh putain, l'enfoiré, il m'a surpris !» Voilà. Ou « Oh merde, putain, j'aurais pas pensé à ça !» Ou Oh non, oh non !» Voilà. Et c'est ce que j'aime dans un film. Moi, si c'est pour aller voir un film linéaire où, personnellement, je sais ce qui va arriver, je m'emmerde. Voilà. Les films, bah, d'ailleurs, vous le voyez dans les films que j'ai présentés, les deux films que j'ai présentés, euh, c'est pas des films qui sont linéaires, hein, à aucun moment. Parce que il y a une histoire. Après, il a jamais dit qu'il faisait la quête du Graal et l'histoire du Graal, la légende arthurienne, comme c'était écrit dans la légende arthurienne, dans tous les textes qui se sont faits avant. Voilà. Donc oui, dans les textes, entre guillemets, pour schématiser, pour faire très 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 court, on va dire que c'est un peu Perceval qui est un peu à la manœuvre à la fin pour le Graal. Mais là, par exemple, il y a Mordred qui devrait arriver. Voilà, donc il y a tout ce truc, parce que Mordred est important dans l'histoire arthurienne. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des personnages qui viennent et qui reviennent. En plus, il a diffusé la liste des personnages du deuxième volet en entier, 1 et 2. Donc il y a des personnages qui reviennent dans le volet 2, on les voit, puisqu'ils sont au générique. Enfin, en tous les cas, ils sont dans la distribution qui est annoncée. Donc, on sait que c'est... Notamment, cet empaffé va revenir. Enfin, je l'adore, lui. Mais bon, c'est un enfoiré. C'est un traître, hein, il le dit dès le début. Il ne peut pas s'empêcher de trahir. Alors, c'est comme ça. Voilà. Mais, il y a ce côté-là. Voilà, il y a ce côté... ben, quête. Voilà. Alors, oui. Vous gondolez pas toutes les 5 minutes. Oui, il y a des moments où c'est un peu long. Oui, il y a des moments où vous dites oui, bon, ok, d'accord, mais tu veux en venir où, Alexandre? Voilà. Et l'un dans l'autre, je l'ai mis là parce que je suis sortie, j'étais contente. Voilà. Moi, il m'en faut pas plus que ça. Je suis sortie, j'étais contente et je me suis dit, si passe, quand il va passer à la télé, je le regarderai. Voilà. Moi, si je sors d'un film ou d'une série en me disant, c'est un film ou une série que je peux regarder encore,
Notamment Le Combat des chefs, je crois que je l'ai regardé 3 fois depuis. Bon, c'est court, hein, vous me direz. Mais si je peux, tout à l'heure je disais Dead Wind, c'est une série que j'ai revue, la série finlandaise, par morceaux, par saison, par morceaux, mais parce que si je sors d'un truc et que je me dis je veux le revoir, alors c'est assez rare maintenant que j'achète des DVD. Vraiment, quand j'achète un film en DVD, c'est que je les aime. Bon, et Camelot, je vais les acheter parce que je suis fan du truc, mais, euh, mais par exemple, je suis fan de Star Wars, vous le savez, et j'ai pas acheté Han Solo parce que je suis allée voir au cinéma et il m'avait pas emballé. Je l'ai vu après sur Canal en me disant putain, peut-être que t'as loupé un truc. Non, j'ai rien loupé. Ah, voilà, donc je l'ai pas acheté. Par contre, j'ai Rogue One. Et j'ai même pas eu besoin d'avoir la deuxième vision de Rogue One pour acheter le DVD quand il est sorti. Voilà. Donc, c'est un truc qui est comme ça. Moi, si je sors d'un cinéma et que je suis heureuse, ça m'a rendue heureuse et que j'ai envie de revoir, pour moi, c'est bon. Voilà. Malgré les défauts, malgré les petites choses qui vont pas aller, etc. La dernière fois, je me suis, il y a une semaine, je me suis retapé 1917 et Dunkerque, qui n'ont aucun rapport avec la choucroute. Mais 1917 de Sam Mendes et Dunkerque de Nolan. Je les ai vus, je sais pas combien de fois, j'ai les DVD. Eh ben, je suis tombée dessus parce qu'ils étaient diffusés sur une plateforme et que je pouvais les voir comme ça. Et que. Alors, non, Dunkerque était diffusé vers les 18h. Et j'avais le choix d'un autre film et je me suis dit, oh, quand même, tu vas pas te coucher à 8h30. Enfin, je plaisante. Voilà. Et donc, j'ai dit, ah, deuxième film, tiens, j'ai envie. Et je vois 1917. Je me dis, hop, 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 j'adore ce film et tout. Parce que vraiment, c'est un des plus beaux films sur la guerre que j'ai vu. Et j'ai vu les deux. Et Dieu seul sait que je les connais. Et j'ai été encore émue aux larmes à chaque fois. Donc, et pourtant, alors 1917, il n'y a aucun passage à jeter. Dans Dunkerque, il y a 2 ou 3 moments où pas que c'est long, mais voilà. Mais je me suis dit, oui, bon, d'accord, on va peut-être pas y passer la nuit là-dessus. Voilà, mais c'est du Nolan. C'est très froid, Nolan, c'est chirurgical, voilà. Contrairement à Sam Mendes. Mais, voilà, si vous aimez, bah, vous êtes heureux de ce que vous voyez à l'écran. Et là, c'est le cas pour Camelot, deuxième volet, première partie. Point à la ligne. Avant de finir, documentaire. Alors écoutez, moi le documentaire, ça va être vite fait. J'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi, si je vous dis le titre. Documentaire, c'est To the End, Blur. Voilà, point à la ligne. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin de renseignements supplémentaires? C'est Blur. Est-ce qu'il y a un moment donné où je vous ai donné l'impression que j'étais pas une fan de Blur? Voilà. Si vous connaissez pas Blur, si vous n'avez jamais écouté, si vous ne savez pas qui ils sont, si vous voulez savoir ce que 4 garçons, on dira pas dans le vent parce qu'ils ne sont pas de Liverpool, 4 garçons qui se sont connus entre le collège et le lycée, qui ont fait des tubes mondiaux et qui sont suivis par des millions de personnes dans le monde, sauf en France où les Français sont des boulets, parce il y a des fans de Blur, mais quand vous dites Blur, les gens vous regardent avec grands yeux ouverts en mode soucoupe volante. Alors vous dites Gorillaz, tout de suite ça monte plus au cerveau. Mais c'est le même, hein, c'est le même chanteur, je rappelle, hein, voilà, toutes les chansons de Gorillaz pourraient rentrer chez Blur. Hein. Ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Donc, si vous aimez ou que vous ne connaissez pas trop, le documentaire To the End de Blur vous montrera comment ils ont enregistré leur dernier album, donc de Ballad of Darren, qui n'est pas le meilleur, hein, bien qu'à sur la question. Mais un album de Blur est un album de Blur. Ils nous en prennent un tous les 10 ans maintenant, donc on va se contenter de ce qu'on a. Hein, voilà. Ils ont préparé leurs 2 soirs à Wembley, comble. Et les warm-up et leur amitié et leur vie maintenant, parce qu'ils ont passé largement le 50, ils s'acheminent vers le 60, et leurs diverses activités, et le fait que ils sont pas obligés de se voir tous les jours pour être des amis, que quelquefois ils se voient pas pendant 2, 3 ans, ils se donnent une nouvelle de temps en temps, comme ils disent, au Nouvel An et à Noël et pour les anniversaires, mais qu'ils ont cette alchimie, dès qu'ils se retrouvent dans la même pièce tous ensemble, ils redeviennent des gamins. Voilà. Et en tant que fan de Blur, évidemment, j'ai pleuré comme une madeleine, mais ça
On a l'habitude, hein, on ne se pose même plus la question. Moi, quand Graham débarque à l'écran, faut arrêter. Hein. Moi, Graham, c'est ma vie. Non, mais moi, je suis une débile avec Graham, donc je suis pas objective. Hein. Depuis 1990, je suis pas objective avec Graham Coxon. On est bien d'accord sur la question. Vraiment, je ne me retiens pas, moi, quand je vois Graham Coxon, je queen. Voilà, je queen. Euh, mais je les trouve touchants. Voilà, c'est très touchant, c'est très mignon, c'est des mecs qui ont eu un succès monstre, qui ont toujours un succès monstre, qui font des activités complètement différentes les uns des autres, euh, et qui, quand on les voit arriver sur scène, alors évidemment j'ai loupé le concert de Wembley, je pouvais pas faire l'infiltration qui allait me sauver la fin de l'année et aller voir le concert de Wembley, parce que franchement, je sais que physiquement j'aurais pas pu sortir de Wembley, en tous les cas on sur le morceau. Même si on avait des places assises, bien répertoriées, bien mises. Mais bon, voilà, j'ai pris, à un moment donné, il faut prendre une décision dans la vie, donc je l'ai pris, mais ça m'a coûté hein, de ne pas aller à Wembley, avec mes potes en plus. Et, euh, et je me suis dit, en fait, ils préparent, et quand ils arrivent sur scène, ils ont perdu 30 ans. Voilà. Et enfin, et moi, en l'occurrence, j'ai perdu 5 ans. C'est-à-dire que quand j'ai vu le documentaire, je me suis revue la gamine de 20 ans qui écoute pour la première fois sur une audiocassette deux titres de Blur, qui ne sait pas qui c'est, ils sont même pas encore connus, etc., qui harcèle son mec de l'époque en disant c'est qui, je veux savoir qui c'est, tu m'envoies des coupures de presse, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, je rappelle. Donc il m'a renvoyé une cassette audio avec des coupures de presse sur les bestioles, je dis ah je veux les voir et tout, il me dit ah mais tu viens en juin, il y a un concert, on ira tous les deux et tout, et que quand je suis sortie du concert, je lui ai dit c'est le groupe de ma vie, il m'a dit mais bien sûr, elle est mignonne. Voilà, donc non mais sérieux, et que 35 ans plus tard, j'en suis toujours là. Voilà, je suis toujours avec Blur. Donc, comme quoi, j'avais pas tort, hein, puisque Blur est resté beaucoup plus longtemps que mon mec de l'époque. Et bah, écoutez, voilà, un jour il m'a dit, c'est moi ou Graham Coxon. Je lui ai dit, bah, ne me tente pas non plus, hein, voilà. Tu vas pas être contente de la réponse. Donc voilà, moi, Blur, c'est pas négociable. On est bien d'accord sur la question. Le foot, la Formule 1 et Blur, c'est pas négociable. Voilà, vous me prenez comme je suis. Voilà, si vous comprenez pas que je peux rester 3 heures devant un Grand Prix de Formule 1 au lieu d'aller vous tenir la rampe pour quelque part, bah, c'est pas la peine. Hein, voilà, donc chacun a ses passions, chacun a ses goûts, et quand on est en couple ou quoi, bah, ou en famille et avec des amis, bah, on respecte ce que meilleure amie aime, les trucs romantiques. Elle aime Tom Cruise, elle aime les chansons débiles, elle est fan de Worlds Apart. Meilleure amie est aux antipodes de moi sur la musique. Bon, maintenant elle aime Blur. Mais on a mis 30 ans pour la faire aimer Blur, quand même. Enfin, pas 30, mais bien 25 quand même. Hein. Voilà. Mais on n'a pas les mêmes goûts. Voilà, meilleure amie va aller voir Pretty Woman. On est bien d'accord sur la question. Moi, je vais aller voir Seven. Voyez-le. Voilà. Et pourtant, nous nous entendons bien, nous sommes meilleures amies, et je respecte ses goûts, même si je la titille, et même si elle me titille sur mes goûts en me disant, de toute façon, t'es pas normal. Ce qui est pas faux quand même, parce que c'est bon bref, c'est quand même plus normal d'aimer Pretty Woman que Seven, mais bon, chacun ses goûts. Mais voilà, et Blur c'est pareil. Donc le documentaire To the End, c'est juste la jeune femme, tout juste jeune femme Lisa, puisque j'avais 20 ans, qui s'est extasiée en concert devant 4 garçons qui avaient son âge. Parce qu'en fait, en gros, je crois que Damon a 2 ans de plus que moi, Graham 1 an, Alex aussi, Dave a 4 ans de plus que moi, donc en gros, ils ont mon âge. Et c'était exactement au moment M ce que je voulais écouter. Je commençais à écouter R.E.M. depuis 2 3 ans. J'avais arrêté plus ou moins d'écouter, enfin j'écoutais encore un peu, mais j'écoutais beaucoup moins mon premier groupe, qui était mon premier groupe depuis que j'avais 10 ans, qui était Duran Duran. J'aimais beaucoup Depeche Mode, j'aime toujours Depeche Mode, de toute façon. Ils sont intemporels, ceux-là. Voilà, mais j'ai été passée de Duran Duran, qui était très pop, new, romantique, new wave, à R.E.M., qui était très rock, très américain, très underground. Et bah, Blur est arrivé à ce moment-là. Et Blur est arrivé au moment où j'avais besoin de ça. Voilà, comme Arctic Monkeys, derrière est arrivé, et Arctic Monkeys et Blur, je pense que c'est la jonction entre tout ce que j'ai aimé dans ma vie en musique. Voilà. Donc c'est comme ça, vous savez pas. Mais le documentaire To the End, je trouve que c'est joli. Puis c'est une histoire d'amitié aussi.
Voilà, des gens qui se sont pas forcément vus depuis des années, mais qui se retrouvent, je sais pas, peut-être que vous avez dans votre entourage des gens comme ça. Vous avez quelqu'un que vous voyez pas tous les jours, mais quand vous vous rattablez avec la personne autour d'un café, vous reprenez la discussion exactement où vous en étiez la dernière fois. Ah ben moi j'ai des amis comme ça. Voilà, j'ai des gens auxquels je tiens énormément, que je vois pas tous les jours, à qui je n'adresse pas de messages tous les jours, mais qui quand je les vois ou quand je les appelle, on reprend notre conversation exactement au même moment et on en est toujours là depuis 40 ans. Voilà. Et même pour une, 55 ans. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça que ça me touche plus, leur relation à eux, nonobstant le fait que c'est Blur. On est bien d'accord sur la question. Et Blur n'a pas fait que des bonnes choses, hein. Enfin, il y a des chansons qui sont nazes quand même, hein. Moi, des chansons, j'ai eu du mal à comprendre, hein. Enfin, à comprendre, à aimer, hein. Il y en a une, pendant 10 ans, j'ai pas pu la blairer. Alors, c'est simple. Et maintenant, c'est une de mes chansons préférées. Comme quoi, on évolue avec les vieux. Mais on évolue avec l'âge, en fait. Je pense que bon, après j'enfonce des portes ouvertes, on est bien d'accord sur la question. Bravo Lisa pour la palissade. Mais ouais, parce que moi je dis toujours, j'abats des palissades très souvent. Je dis, des fois je me dis putain, tu abats une palissade quand même, parce que en fait c'est tellement évident. Bon bref, oui, et la palisse, machin. Ah oui, ouais, d'accord. Mais c'est comme ça, ça m'amuse de dire ça parce que les gens te regardent et disent: «Ah mais c'est pas ça l'expression». Tu fais: «Ah putain, mais je peux dire une expression que j'ai envie quoi». À un moment donné, pour emmerder les gens, je disais: «4 pattes à un canard». Tout le monde me dit: «Non, c'est 3 pattes». Je dis: «Oui, je sais que c'est 3 pattes, c'est juste pour faire chier en fait». Ça me gonfle les gens qui me reprennent comme ça. Mais vraiment, voilà, oui, on évolue avec l'âge. C'est débile de dire ça, mais c'est la vérité. Mais, mais, mais en goût aussi. Par contre, des choses que vous avez aimées, que vous aimez depuis 40 ans, 50 ans, vous avez les yeux de chimène dessus. C'est-à-dire que vous évoluez avec eux, vous les aimez, mais même s'ils font des choses qui sont plus du tout dans votre truc, bah ouais, vous avez les yeux de chimène pour eux. Voilà. Et moi, pour Blur, j'ai les yeux de la gamine de 20 ans. Voilà. Qui est tombée red dingue d'un guitariste et de son riff de guitare et de la voix du chanteur, même si je n'étais pas fan du chanteur des masses. Enfin, bon, j'aime bien Damon, mais je veux dire, je suis pas une fan, une groupie absolue. J'aime sa voix. Voilà, j'aime pas tout ce qu'il fait. D'ailleurs, beaucoup de choses qu'il a fait après, avec des collabs, des machins. Moi, Gorillaz, à part les 3 premiers albums, les autres, vraiment pas. Euh, et après, c'est ça, c'est une partie. En fait, c'est une partie. C'est 35 ans de ma vie aussi musicale, hein, je parle. Mais voilà. Et donc, bah, forcément, j'ai des bons souvenirs en concert, j'ai des bons souvenirs avec des potes, j'ai des souvenirs de festivals avec des amis, des gens que j'ai rencontrés je voyais qu'en festival. Et donc, une fois tous les 43 ans. Mais c'est ça, c'est la vie, quoi. C'est ce qui fait le sel, en fait. Voilà, donc tout vient Blur. Voilà. Donc ça, c'était le top 14 de 2025. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez découvert cette année, que vous avez aimé de découverte. Peut-être que ça me donnera des idées. Dites-moi si dans mes top 14, vous vous dites: «Oh putain, non, mais c'est pas possible que tu aimes ça, Lisa. Non, mais tu es vraiment une...» Ah ben oui, je suis une gourde des fois. Voilà. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, parce que ce truc va sortir fin de l'année. Je ne sais pas si ça va sortir avant ou après le 1er janvier. Donc, si c'est avant, écoutez, bonne réveillon du 31 décembre. Festoyez bien. Si vous vous faites chier, vous pouvez aller écouter Lisa à la radio le 31, puisque j'y serai de 21 h à minuit et quart sur libertéfm.fr. C'est une vraie radio, hein, sur les ondes d'Arsène, mais si vous êtes de l'autre côté de la France, c'est un peu compliqué, hein. Donc vous allez le choper sur la web radio. Et si vous l'écoutez après le 1er janvier ou que je le poste après le 1er janvier, eh écoutez, bonne année. Que ça soit paisible, que vous ayez une bonne santé et qu'on soit beaucoup moins emmerdé. Voilà, donc on va faire comme ça. Voilà, parce qu'on évite le fric, la gloire et la beauté, hein, parce qu'on sait que ça va pas arriver. Voilà, donc paisible et santé. Voilà, hein. Voilà, bon, on demande de moins en moins de choses, hein. Bientôt on va demander: «Oh non, mais nous on veut rien du tout. On veut juste être en vie à la fin de l'année, voilà, c'est tout». Non mais sérieux, c'est ça, à un moment donné, c'est ce qui va nous arriver, hein. On va se dire: «Non, non, mais moi je veux juste finir l'année, quoi».
Non, parce que l'année 2025 a été une grosse merde, hein, voilà. Donc, mais personnel et mondial. Voilà, donc on va se dire qu'on va essayer de tenir les 2026 jusqu'au 31 décembre 2026, hein. On va y arriver, on va y arriver. Allez, d'ici là, portez-vous bien, bisous, bisous, et puis merci de m'être fidèle et d'écouter ce genre de longs trucs chez Lisa, mais bon, c'est Lisa, quoi. Voilà. Ciao!